Bonsoir la famille, bienvenue sur Essentie le panafricain. À présent, nous allons parler de l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner et de faire un tour sur Araopez. Bonsoir la famille, vous êtes sur la chaîne Essentie le panafricain, votre chaîne du panafricanisme. Et je suis togolais, je suis un activiste, je suis un panafricain et je suis un investisseur, un entrepreneur togolais. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'actualité togolaise. Et je vais parler exactement de la coupure intempestive du courant que connaît le Togo ces derniers jours. Et sans vous mentir, moi, je suis dans la livraison de Sakomi. Et le nom de ma structure, c'est Essentie Sakomi. Nous sommes spécialisés dans la livraison de Sakomi. Ok. Et ça se fait de quelle manière? Nous y vont dans les boulangeries nous sommes en fait des grossistes quoi. Nous y vont dans les boulangeries prendre les pains en gros et nous aussi, nous les partageons aux bonnes dames. Et en retour, ces bonnes dames-là vont vers les clients et les vendre. Donc, il se fait que certaines boulangeries n'ont pas de groupe. Donc, ça fait que quand la société coupe le courant, ça arrive que ils produisent, ça dépend du moment où la société, le courant et le délestage s'est survenu. Ça se fait, et parfois ça arrive que on produise, mais une fois le délestage arrive, on ne trouve pas le courant pour pouvoir enfourner. Donc cela se fait d'une manière que les boulangeries perdent beaucoup de choses. Tu peux peut-être faire 3 à 4 voire 6 sacs, mais tu ne vas pas trouver le courant pour pouvoir enfourner ça. Et cela, ça nous embête amèrement. Et ce n'est pas seulement nous dans notre domaine. Par exemple, les boulangeries ont besoin de glaçons. Et les livreurs de glaçons, la dernière fois, il y a un qui a dit qu'il ne peut pas livrer la boulangerie juste parce que le délestage a grillé ses machines. Vous voyez par exemple, j'illustre en quelque sorte les dégâts que cause ces délestages intempestifs. Ok, mais est-ce que c'est la faute de la société? Point d'interrogation. Est-ce la faute de la société? Point d'interrogation. Je vais vous faire découvrir une vidéo dans laquelle le journaliste Ferdinand Aïté a révélé des révélations pas possibles. Vous serez choqués des révélations de ce qui est à l'origine même des coupures de la société ces derniers temps. Regardons la vidéo et revenons après. Passer de 13 directeurs à 24 directeurs aujourd'hui. C'est-à-dire une société qui est malade, au lieu de diminuer les charges de la société, on nomme des directeurs pour augmenter les charges de cette société-là. Donc, la société est passée de 13 directeurs aujourd'hui à 24 directeurs. Et tous ces directeurs-là, vous imaginez, ils ont des avantages. Ils ont des véhicules, ils ont des bons d'essence, ils ont des chauffeurs, ils ont des privilèges de consommation de l'électricité à leur domicile. Donc, tout ça, ce sont des charges qui pèsent sur la société
pendant que les populations, parfois, sont contraintes de payer les factures à un coût assez élevé. La CET, c'est aussi une vache à lait pour les ministres d'abord de l'énergie, les ministres de l'énergie. Et est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Tu peux continuer. Il n'y a pas de souci. OK. La CET, c'est également une vache à lait pour les ministres de l'énergie. Et les ministres de l'énergie trouvent pratiquement toute leur fortune à la CET. Aujourd'hui, la jeune ministre de l'énergie au Togo, quand nous étions au pays, on avait publié un article que la CEB lui avait acheté une voiture à presque 100 millions, une V8. La CEB, qui était déjà en difficulté, a acheté une voiture à la ministre, pas seulement elle seule, mais à son collègue aussi du Bénin. Nous avons publié l'article et les factures de cette voiture-là. Et puis ensuite, la CET a également acheté une Prado à la ministre. Donc, vous avez une ministre des Mines et de l'Énergie qui est déjà bien installée dans son ministère, qui a tous les avantages dans son ministère, qui a des véhicules de commandement dans son ministère, mais qui se fait acheter un véhicule par la CEB et un autre véhicule par la CET. Vous voyez comment est-ce qu'on charge inutilement les entreprises d'État. Donc, elle a un véhicule acheté par la CET, une Prado, mais ce n'est pas que ça. Elle a aussi des bons d'essence que la CET fournit à la ministre de l'Énergie et à d'autres ministres d'ailleurs. Et la CET verse à la ministre des Mines et de l'Énergie, c'était depuis le temps d'Amipi, 4 500 000 francs par mois. 4 500 000 francs par mois que la CET paye, verse à la ministre de l'Énergie et des Mines pour entretenir son domicile et évacuer les puisards. Vous imaginez? C'est-à-dire, la CET débloque 4 500 000 francs chaque mois pour mettre à la disposition du ministre ou de la ministre de l'Énergie pour entretenir sa maison et vider les puisards. Je ne sais pas si dans la maison des ministres, les puisards se remplissent chaque mois ou l'entretien de leur maison, c'est chaque mois, mais chaque mois, la CET met à la disposition du ministre cette somme-là pour l'entretien de leur domicile et vider les puisards de la ministre de l'Énergie. Bon, je ne sais pas combien de fois on va aux toilettes là-bas, mais ça, ce sont les réalités qui se passent dans notre pays. Pour une société qui est endettée et qui écrase les citoyens dans le paiement des factures. Ouais, Au-delà de ça. Oui, Ferdinand. Ouais, mais il ne faut pas oublier que quand on est ministre, il y a tout le village qui vient devant le domicile. Donc, tout le village vient faire ses besoins dans les toilettes. Donc, le puisard, ça se comprend bien. Et c'est la CET qui supporte toutes ces charges-là. Donc, la CET verse à la ministre des Mines et de l'Énergie 4 500 000 pour vider ses puisards mensuellement. Et elle met un lot de bons de carburant. Elle ravitaille le ministre en tout, les champagne. Je l'avais déjà dit quand j'étais au pays. La CET, peut-être que maintenant ça a diminué, la CET commandait chaque année 100 millions de champagne. Du champagne pour donner aux institutions, alors que les institutions ont aussi leur budget. La CET achète par exemple 100 millions de champagne, soi-disant pour donner à la présidence, à la primature, à l'Assemblée nationale, à des ministres, alors que ces institutions ont aussi leur budget. Donc, la CET achetait 100 millions de champagne, du champagne Runa, voilà la marque du champagne que la CET achetait, pour les ministres, les institutions, au point que certains fonctionnaires de la CET étaient devenus des vendeurs de champagne. Je ne sais pas si ça continue jusqu'à maintenant, mais c'était factuel, c'était une réalité. 100 millions pour commander des champagnes pour les institutions. Et il y a également, dans cette gestion assez scabreuse de la société, tout ce qui relève des dettes non techniques de la CET. Les dettes non techniques de la CET, c'est tout ce que vous entendez par les trucages de compteurs. Parfois, ce sont même les agents de la CET, certains techniciens, qui vont truquer les compteurs au domicile de certaines personnes et pour les sociétés libanaises qui sont au port autonome de Lomé, qui ont installé des usines là-bas, où on truque les compteurs moyennant de l'argent. Et donc, vous constaterez que
le trucage de compteurs est devenu une norme dans notre pays. Et justement, parlant du trucage de compteurs, il y a eu un audit à la CET, il n'y a pas très longtemps, un audit par un expert de la CET. Je vous dirai ce qui est caché derrière tout ça. Un audit, cet expert, il est connu depuis des années, un homme assez rigoureux. Il a déjà fait des audits à Dapaon, à Bassa, à Kara, à Sokolé. Et donc, il a récemment fait un audit dans toute la zone de la cité, de la résidence de la Caisse, cité du Millennium, cité OUA. Et les résultats de cet audit-là montrent que la plupart des gens qui sont dans ces endroits-là ont truqué les compteurs. Ils vivent avec des compteurs truqués. Vous savez que c'est là-bas qu'on consomme beaucoup plus d'énergie parce qu'ils ont leur maison, ils ont climatisé leur garage, ils ont leur salon, ils ont les piscines, ils ont les salles de gym et tout. Et c'est à ces endroits-là qu'il y a eu plus de trucage de compteurs. Et donc, ce monsieur qui a fait cet audit-là, une fois que l'audit a été réalisé, la direction de la CET a mis l'audit dans le tiroir et a changé de poste au monsieur. Ils l'ont mis au garage. Mais quelque temps après, l'audit est ressorti et on a voulu appliquer des sanctions contre les gens. Et ce monsieur a été encore renvoyé sur le terrain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, le monsieur, il fait une crise. Il est tombé malade. Il a eu quelques abcès. Et puis, bon, voilà, il est tombé malade. Et puis, il est mort. Il est mort. Et depuis qu'il est mort, on a retourné l'audit dans les tiroirs. Et ce monsieur a été enterré. Je ne vais pas donner son nom pour ne pas réveiller les douleurs de sa famille. A été inhumé au mois de décembre dernier. Voilà, au mois de décembre dernier. Et donc, à la Soweto, tout le monde connaît cette histoire-là, de cet audit-là, dans cette zone qui a révélé les trucages des compteurs des barons. C'est-à-dire, ceux qui volent l'argent du pays sont ceux qui payent le moins les factures d'électricité. C'est-à-dire qu'ils se rendent coupables d'un double vol. Ils volent non seulement l'argent du pays, mais ils refusent de payer comment ça s'appelle, de payer les factures d'électricité. Tout ça constitue des charges pour la société. Maintenant, au-delà de ces trucages de compteurs, il y a également toute l'administration, les ministères qui ont des budgets, mais qui ne payent jamais les factures. Vous avez toutes les casernes qui sont au Togo, les casernes militaires, donc personne n'a le courage d'aller demander au chef-corps ou à ceux qui gèrent les casernes de payer l'électricité. Mais dans ces casernes-là, vous avez des gens qui ont transformé les camps militaires à des usines de production de glaçons. La semaine dernière, on a coupé le courant momentanément au camp Landia parce qu'on s'est rendu compte que tous ceux qui sont là-bas produisaient des blocs de glaçons qu'ils vendaient dans la ville de Kara. Des blocs de glaçons. Et qui paie ces factures? Quand vous allez à la cité du port, à côté du port autonome de Lomé, toutes les épouses de ceux qui habitent cette cité-là produisent tous les jours des glaçons qu'ils vendent dans la zone portuaire. Et à la fin, personne ne paye de facture. Et donc, les agents de la Soweto, par exemple, n'ont pas le courage d'aller dans les maisons des barons, d'aller dans les casernes, d'aller dans certains services pour dire, écoutez, vous devez de l'argent, il faut payer de l'argent à la Soweto. Alors, si l'entreprise qui vous fournit le courant n'est pas capable de faire le recouvrement, comment cette entreprise va fonctionner? Bon, encore qu'une partie de l'argent rentre dans les futilités comme le champagne, les voitures, les bons d'essence et tout ça. Donc, cette gestion scabreuse de la Soweto est devenue aujourd'hui une partie de la gangrène qui est en train de paralyser notre pays. Et donc, pour cette société-là, il faut forcément faire des réformes. Et ça consiste à ce qu'il y ait tout un audit sur toute la chaîne, qu'on arrête tous ceux qui font le trucage de compteurs, qu'on diminue les charges de tous ceux qui sont à la Soweto et qui ne font pratiquement rien, et qu'on remette la société sur les bons rails. Sinon, on va carrément dans le noir. On est déjà dans le noir, mais on va s'enfoncer encore dans le noir. Maintenant, il y a le privilège de tous ces barons-là qui ont installé dans leur maison ou dans certains services des groupes électrogènes qui parfois ont été achetés par la Soweto. Je vous donne un exemple. À la primature, la Soweto a détaché certains de ses agents qui sont à la primature et qui sont aussi au domicile de certains ministres,
qui ont des groupes électrogènes chez eux. Quand il y a délestage, le rôle de ces agents-là, c'est d'allumer les groupes et de les entretenir. C'est-à-dire, quand eux se lèvent le matin de la maison, ils vont s'asseoir sur un banc à la primature et c'est là-bas qu'ils sont. Ils attendent. Quand il y a coupure d'électricité, leur rôle, c'est de démarrer le groupe de la primature ou de démarrer les groupes qui sont installés dans la maison des barons. Mais ces gens sont payés par la CET. C'est-à-dire que la CET paye des individus dont le lieu du travail, c'est le domicile de certains barons ou à la primature ou dans un ministère. La CET met aussi à la disposition de certains ministres des chauffeurs qu'elle paye gracieusement. Or, ces ministres avaient déjà des chauffeurs ou ont déjà de l'argent pour prendre eux-mêmes des chauffeurs en privé. Donc, voilà comment des gens sans aucun état d'âme sont en train de gérer des biens publics. C'est-à-dire, on puise l'argent, on ne se soucie même pas de ce que la société va devenir. Aujourd'hui, la conséquence, c'est qu'on se retrouve dans une situation désagréable pour tout le monde. Mais qui peut aujourd'hui taper du poing sur la table pour mettre de l'ordre? Parce que quand vous fouillez très bien, quand vous voulez remonter la pente, quand vous voulez voir les tenants et les aboutissants de cette histoire, en fouillant, c'est comme les poupées russes, vous allez voir peut-être à la fin le visage de quelqu'un qui est là, qui normalement doit sanctionner les gens, mais qui lui-même est impliqué, ou il a un proche ou bien une de ses femmes qui est impliquée, donc ne peut pas taper du doigt sur la table. Ça, c'est ce qui concerne la gestion même de la CET qu'il faudra revoir. Alors, Isidore, est-ce qu'il y a quelques préoccupations? Parce que je vais étape par étape. Ça, c'est ce qui se passe en interne à la CET. Oui, quelqu'un dit qu'ils ont coupé le courant. Legba Sito, bon, tout ce qui est Sito, là, ils coupent le courant. Sogo Sito, Legba Sito, Vako Sito, Apé Sito. Même une minute avant de lancer ce direct-là, il y a des gens qui nous ont interpellés parce qu'ils s'apprêtaient à suivre le direct et tiens, c'est coupé. Donc, c'est tout comme ça. Voilà. Bon, de tout ce que tu viens d'expliquer là, voilà, c'est maintenant que moi j'ai su que le courant vient de la CET. Sinon, d'après Toto, le courant vient de la brousse, puisque pour lui, quand on coupe chez eux, à Legba Sito, les Sito là, à chaque fois qu'on coupe, son papa disait « Oh, voilà, ces animaux ont encore coupé le courant. » Donc, Toto croyait que c'est de la brousse que le courant vient, quoi. Donc, voilà. C'est pour... Il y a quelqu'un qui demande si la CET est vraiment endettée. Oui, la CET est endettée, je vais expliquer pourquoi la CET est endettée. C'est vrai qu'elle est endettée, mais ça n'empêche quand même pas que des gens raclent au fond de la marmite tous les jours. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui aggrave la situation? La situation est aggravée par deux facteurs. Le premier facteur, c'est les dettes que nous avons auprès des pays voisins. Le Ghana, je l'ai dit tantôt, qu'on prenait le courant, on prenait l'électricité auprès de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria. De ces trois pays, c'est le Ghana qui donne qui a la plus grande quantité, qui nous fournit la plus grande quantité. Et la Côte d'Ivoire, on n'en prend plus depuis quelques années. Donc, les deux pays qui nous fournissent, c'est le Ghana et le Nigeria. Alors, le Ghana fournit la plus grande partie, parfois jusqu'à 200 MW. C'est quand le Ghana nous donne suffisamment qu'on ne sent pas le problème de délestage au Togo. Le Nigeria donne jusqu'à 50, parfois 60, mais l'électricité qui vient du Nigeria n'est pas stable à cause de la longueur du branchement. C'est-à-dire, depuis le Nigeria jusqu'au Togo, il y a des flottements parfois sur la ligne, ce qui fait que, bon, le courant qui arrive au Togo est parfois instable, mais le Nigeria nous fournit. Et auprès du Ghana, on achetait le courant à crédit et auprès du Nigeria aussi. Et aujourd'hui, selon nos informations, les dettes que nous devons à ces deux pays-là, que la CET ou l'État togolais doit à ces deux pays-là, les dettes que nous avons accumulées au fil des années, c'est autour de 250 milliards. C'est autour de 250 milliards que nous devons à ces deux pays. Ce qui fait que les gens du Nigeria, à un moment donné, étaient tellement fâchés, ils ont dit, vous payez une partie de vos dettes et le reste, vous payez avant de prendre la marchandise. Bon, ils ont un terme en anglais, je pense que pay and carry, quelque chose comme ça. Et donc, aujourd'hui,
le Nigeria lui-même étant dans une crise totale avec tous les secteurs qui sont en difficulté. Vous savez que le Nigeria aussi fait face au délestage et puis leur monnaie est en chute libre avec tout ce qui se passe au Nigeria. Et donc, le Nigeria aujourd'hui non seulement a réduit sa quantité qu'il fournit au Togo, mais aussi demande qu'on paye. Mais le Ghana, c'est à crédit. Et le Ghana nous vendait le courant à 770 ou 80 francs, à 80 francs, que la CET se charge de revendre. Aujourd'hui, on a tellement d'obligations envers le Ghana que le Ghana, pour pouvoir prendre de l'argent, est aujourd'hui obligé de dire, bon, écoutez, nous aussi, nous sommes en entretien, que nous entretenons nos installations. En fait, c'est une méthode subtile que le Ghana a trouvée pour ne plus continuer par nous donner du courant selon nos besoins. Ils en donnent toujours, mais plus comme avant. Le Ghana en donnait jusqu'à parfois 150 à 200, mais aujourd'hui, ce qu'on prend au Ghana, c'est pratiquement autour de ce qui vient du Ghana, c'est pratiquement autour de 80-85, et ce qui n'est pas suffisant pour faire face à nos réalités. Donc, c'est cette dette-là aujourd'hui qu'il faut rembourser. Et donc, partant de ces engagements que nous avons auprès de ces deux pays, je touche maintenant la question de contour global. Parce que, à l'époque, si vous vous rappelez très bien, en 2006, un an après l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir, le pays était confronté à une pénurie de courant. Il y avait des délestages partout, il y avait des difficultés, et il avait été dit à l'époque que le Togo allait faire des investissements massifs, des investissements conséquents pour nous mettre à l'abri de cette dépendance de l'extérieur. Donc, et c'est dans cette optique que le projet Contour Global a vu le jour. Et ce projet qui, au départ, a été présenté comme une solution pour que le Togo sorte définitivement de la question de l'énergie, Contour Global est aujourd'hui devenu un boulet pour le pays. Et pourquoi? Je vous explique. En 2006, l'idée de mettre en place cette centrale avait déjà émergé. Et à l'époque, lorsque le dossier a été présenté vers 2006, fin 2006-2007, on se rappelle que le ministre des Mines et de l'Énergie à l'époque était le professeur Nyinevi. Donc, ce projet devait être dépendant d'un approvisionnement de gaz du Nigeria. Il y avait un projet gazoduc qui devait quitter le Nigeria et traverser le Bénin, le Togo et le Ghana. Donc, c'est sur la base de ce projet de gazoduc qu'on avait décidé d'installer cette centrale-là qui devait fonctionner en partie avec le gaz et une autre partie avec le fuel. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Lorsque le projet, je ne vais pas rentrer dans les détails, lorsque le projet a été présenté à l'époque au ministre des Mines et de l'Énergie, le ministre et un de ses techniciens à l'époque, M. Pédassou, je pense bien, si je ne me trompe pas, ont trouvé que ce projet Contour Global n'était pas à l'avantage du Togo. Non seulement le projet n'est pas viable, mais les clauses financières seraient catastrophiques pour le Togo. Et ils avaient émis des réserves, ce qui n'avait pas plu à un certain niveau. Et au lendemain des élections législatives de 2017 et 2007, le professeur Nyinevi a rapidement été balayé du ministère des Mines et de l'Énergie et on a nommé à sa place un certain monsieur Damipi qui était précédemment à la CET, mais avant de venir au ministère, qui était à la RSE, l'autorité de réglementation du secteur de l'énergie. Et c'est Damipi qui a piloté, bien évidemment, sous les instructions de Faure Gnassingbé, de Barké, tout ça, ce projet de contour global qui devient aujourd'hui une catastrophe pour notre pays.
Alors, Contour Global, c'était quoi? C'était une centrale qu'on a voulu mettre sur place avec des partenaires soi-disant américains. On ne sait jamais s'il y a, jusqu'à ce jour, on ne sait pas véritablement s'il y a des Américains derrière cette histoire-là, pour produire chaque année 100 mégawatts à partir du gaz qui devait venir du Nigeria et parfois avec le fioul. Finalement, Contour Global devait vendre sa production à la CEB qui assurait à l'époque la distribution de l'énergie aux sociétés comme la CET ou le Bénin. Donc, après, on a exclu la CEB du projet et on a monté le projet. Et à ce jour, le Togo est un pays plus ou moins qu'on qualifie d'un pays responsable et démocratique. Personne n'a jamais vu le contrat qui lie le Togo à cette société-là. Mais on nous avait dit à l'époque que la centrale devait être pour... Ils ont signé un contrat de 25 ans et 25 ans d'exploitation. Et la société et le coût de la centrale est de 100 milliards de francs CFA. Et les clauses de ce contrat sont ainsi. La CET, Contour Global va produire de l'énergie et va vendre la CET. Et comme la centrale, comme le gaz n'est pas arrivé, la CET aujourd'hui achète du carburant, c'est-à-dire du gasoil, pour faire tourner les turbines de Contour Global. Et Contour Global vend maintenant sa production à la CET. La CET paye à Contour Global chaque mois 1,2 milliard de francs CFA. Chaque mois, en gros, la CET verse à Contour Global 13 milliards de francs CFA par an. 13 milliards de francs CFA par an. Que la CET ait consommé ou n'ait pas consommé le courant, que Contour Global est livré ou pas, la CET doit verser à Contour Global chaque année 13 milliards de francs CFA. Et Contour Global, qui était censé fournir la CET 100 MW, aujourd'hui, il n'est même pas capable de fournir 60 ou 70 MW. Parfois, ils sont à 50. Mais la CET continue de payer. C'est la CET qui entretient les installations. C'est elle qui paye le fuel. Et Contour Global a loué. Ils ont loué les bacs à la société togolaise d'entreposage. Bon, voilà, il y a une société là, STE, les cuivres de l'ancienne Shell. Donc, la CET a loué les cuivres de Shell et c'est elle qui achète le fuel, elle le stocke là-bas, elle paye donc la location. Et la location, c'est 117 millions. 117 millions que la CET verse à ceux qui gèrent les structures de stockage là-bas. Et donc, finalement, Contour Global, on ne sait pas ce que cette société apporte au Togo. Et on n'a jamais fait le point au Togolais. Et il y a des milliards qui sortent tous les jours du Togo. Je rappelle au passage que lorsque le contrat de la société Contour Global a été signé au Togo, avec Damipi comme l'un des piliers, les enfants de Damipi, les études des enfants de Damipi aux États-Unis ont été prises en charge par Contour Global. Les études des enfants de Damipi, jusqu'à la fin de leur cursus académique, ont été prises en charge par Contour Global aux États-Unis. Damipi lui-même, qui était un agent de la CET, qui est devenu ministre, s'est tapé une résidence aux États-Unis où vit sa seconde épouse. Ensuite, il vit aujourd'hui de Contour Global parce que les actionnaires togolais de Contour Global, personne ne les connaît. Mais à chaque fois que Contour Global vend 1 kWh, il y a des Togolais qui prennent leur part dedans. Et donc, voilà comment les gens ont organisé des crimes économiques dans notre pays qui écrasent la population. Donc, Contour Global aujourd'hui, c'est énormément d'aspects sur lesquels je ne peux pas venir. Contour Global aujourd'hui, c'est plusieurs aspects
qu'on ne peut même pas tolérer dans un pays. Mais c'est des Togolais qui sont derrière ça et qui s'enrichissent sur le dos des populations. Et donc, l'un des plus grands boulets aujourd'hui d'étranglement de la société, c'est Contour Global. Et donc, toutes les recettes de la société, tout ce que la société engrange comme recettes, c'est acheminé pour payer Contour Global. 13 milliards par an, de l'argent pour entretenir les installations, 117 millions par an pour payer le stockage du carburant. La société paye le carburant et quand Contour Global fait tourner cette turbine, elle revend, c'est-à-dire moi je paye de l'eau pour faire tourner une machine et quand la machine produit de l'énergie, on me revend cette énergie-là, je paye encore. Vous imaginez ce système-là, comment ça a été créé. Donc, voilà comment la société Contour Global fonctionne. Maintenant, comme Contour Global n'est plus en capacité de régler le problème énergétique, alors qu'on l'a présenté comme la structure qui devait nous mettre à l'abri des besoins, on a continué par prendre du courant chez les Ghanéens et puis chez les Nigérians. Maintenant, en 2019, bon, comme on aime toujours inventer les projets foireux, il y a d'autres personnes qui sont venues pour dire, bon, voilà, on va créer une nouvelle centrale au port autonome de Lomé, dans la zone portuaire, qui va s'appeler Centrale Kekeli. Bon, Kekeli, en minant, ça veut dire plus ou moins la lumière. Et aujourd'hui, cette centrale est devenue l'obscurité. Donc, là aussi, on a monté un projet. Et derrière ce projet-là, se trouvait un certain Adjadi Chegoun Bakari. C'est qui Adjadi Chegoun Bakari? J'avais écrit un article sur lui quand j'étais encore au pays, et les gens me sont tombés dessus, et particulièrement même nos confrères journalistes, parce que c'était un homme très discret qui était ministre conseiller à la présidence au Togo, c'est un Béninois, et il est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères au Bénin. Mais il y a 2 ans, il était ministre, 2 ans ou 3 ans, il était ministre au Togo, ministre des Affaires étrangères, ministre des Énergies, conseiller, ministre chargé des énergies renouvelables au Togo. Et donc, c'est ce Adjadi Chegoun Bakari qui a été un pilier de cette histoire de Centrale Kekeli. Déjà, il intervenait à la Suété aussi, ça a créé pas mal de problèmes entre lui et Kakati. Évidemment, il y avait tout le temps des tensions entre eux, il ramassait de l'argent là-bas. Et après, il a glissé sur le projet de la Centrale Kekeli. Il était aussi sur le projet de Blita, tout ça. Bon, voilà, c'était un super conseiller ministre qui était à la présidence, mais qui était très discret. Et Adjadi Chegoun Bakari, les gens disaient que c'est le réseau Madjougou. Non, il n'est pas du réseau Madjougou. Il est plutôt du réseau de Sina Lawson. De Sina Lawson, il n'est pas du réseau de Madjougou, mais du réseau de Sina Lawson. Et c'est lui qui représentait le Togo dans toutes les grandes réunions où on devait prendre des décisions sur l'énergie. Et moi, une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé de l'Espagne pour me dire, mais il y a un ministre qui est là, quelqu'un qui représente le Togo, mais il a constaté qu'il n'est pas de nationalité togolaise, qu'il est ministre conseiller à la présidence du Togo. Et c'est cette personne qui était scandalisée, qui me dit, mais si vous arrivez au Togo, pour que vous allez chercher des gens, le Togo qui a tellement de compétences, le Togo qui a des génies, vous allez chercher des individus totalement étrangers à votre pays pour vous représenter dans des conférences et prendre des décisions à la place des Togolais. Et donc, ce Adjadi Chegoun Bakari, c'est lui qui a piloté, qui était derrière ce projet de centrale Kekeli, qui aussi, comme par hasard, devait produire 100 mégawatts. D'abord, ils sont allés chercher un actionnaire qu'on appelle le groupe Eranov. Le groupe Eranov, on avait déjà entendu parler de ce groupe dans les histoires de Orabank, la privatisation de Orabank. On ne sait pas qui sont derrière cette histoire-là. Et donc, ils devaient mobiliser 65 milliards pour monter cette société Kekeli, qui devait fonctionner avec le gaz vapeur. C'est comme ça eux-mêmes ils l'appellent, le gaz vapeur, et que le gaz devait venir de la Guinée équatoriale. Il y avait à l'époque plusieurs missions qui partaient en Guinée équatoriale. Alors, le gouvernement togolais a demandé au secteur privé de se manifester pour prendre des parts dans ce projet-là qui devait coûter 65 milliards et devait fournir à terme 65 mégawatts au Togo. Beaucoup de banques se sont bousculées, la BOAD, Orabank, Africa Finance Corporation, la BIA Togo, NCA.
Mais ces banques-là, toutes ces banques-là n'ont pas apporté suffisamment d'argent pour vraiment boucler le projet. Alors, l'État a poussé les sociétés parapubliques, para-étatiques, à s'investir dans cette aventure-là. C'est comme ça que la Caisse nationale de sécurité sociale, la Chambre du commerce, INAM, voilà, les gens qui sont assurés, qui n'arrivent pas à bien jouir de leur assurance, là où votre argent est passé, vous allez constater ça. Et donc, toutes ces sociétés parapubliques se sont invitées aussi dans l'actionnariat de cette nouvelle centrale à hauteur de 25%. Dans cette centrale, tout ça là. Et donc, on a vanté les mérites de cette nouvelle centrale qui va vraiment nous aider à régler le problème. Personne ne connaît vraiment les actionnaires privés, comment ça se passe. Donc, on a récupéré les terrains aux gens là-bas au port de pêche, toute la zone là-bas. On a repris les terrains des gens, on a dédommagé ce qu'on peut dédommager. Et on a mis en place une centrale qui devait coûter 65 milliards. Finalement, on est passé à presque 86 milliards de francs. Donc, les fonds ont augmenté, l'investissement a augmenté. Et cette centrale devait nous fournir, comme je le disais tantôt, 60 mégawatts, 60 ou 65 mégawatts. Tout a été fait, l'inauguration a été faite pompeusement, le président est venu, la première ministre, les gros discours. Et la première semaine, on tourne la centrale prend feu. La première semaine, juste après l'inauguration, la mise en service de la centrale prend feu. La centrale prend feu. Et donc, la centrale Kekeli est devenue la centrale, je ne sais pas, est devenue centrale noire. La centrale prend feu et n'est plus en capacité de produire l'électricité qui doit aider la société à résorber le problème, le manquant. La centrale prend feu et depuis l'inauguration en le 26 avril 2021, c'est le 26 avril 2021 qu'ils ont inauguré la centrale, elle n'a jamais réussi à fonctionner 100% cette centrale Kekeli Efficient Power, qui est au port autonome de Lomé. Elle n'a jamais réussi à fonctionner. Entre-temps, le fameux Adjadi Chegoun Bakari, après toutes les malversations qu'il a effectuées au Togo, il a sorti beaucoup d'argent du Togo vers Dubaï. Un matin, il a disparu du Togo et on lit après dans Jeune Afrique, où il avait travaillé avant, un article qui dit qu'il a quitté le Togo pour aller créer un fonds d'investissement à Dubaï. Qu'il a quitté le Togo, il a ramassé ses clics et ses claques, qu'il a quitté le Togo pour aller créer un fonds d'investissement à Dubaï. Comment il a quitté le Togo? Personne ne sait. A-t-il fui? Quels sont les fonds qu'il a sortis du Togo? Personne ne sait. Son nom est également apparu dans cette centrale solaire de Blika Amea qui doit produire 42 mégawatts. Là-bas aussi, il y a des problèmes de batterie. Et donc, il a disparu. Et 6 ou 7 mois après, Talon l'appelle et le nomme ministre des Affaires étrangères. Vous voyez le Togo? Talon le ramène au Bénin et le nomme ministre des Affaires étrangères. Et cet individu, aujourd'hui, il se retrouve dans des grandes conférences avec M. Faure Gnassingbé, qui, selon nos informations, est très furieux, mais ne peut pas lui adresser la parole parce qu'aujourd'hui, il est citoyen de son pays d'origine et donc il est à l'abri de toute remontrance et de toute poursuite. Mais ce monsieur a fait énormément de dégâts au Togo. Et l'un de ses actions, c'est la centrale Kekeli. Il est parmi ceux qui étaient dans le groupe de pilotage de la centrale Kekeli et tout ce qu'ils ont investi là-bas, personne ne sait ce qu'eux-mêmes ils ont récupéré pour disparaître. Voilà comment nous avons passé 20 ans, de 2007 jusqu'en 2022, à investir dans des projets budgétivores, mais qui sont des projets foireux, qui n'ont rien apporté au pays et qui font qu'aujourd'hui, la société est super endettée, l'État togolais qui apporte des subventions ne peut plus tenir, les pays voisins ne sont plus prêts de nous donner le courant sans qu'on ne paye, et que les centrales dans lesquelles nous avons investi ne produisent pas de l'électricité à même de résorber nos capacités. Et donc, la société se retrouve dans une situation catastrophique, encore que sa gestion elle-même est scabreuse. Donc, voilà de façon ramassée
les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Et pour pouvoir retrouver la capacité de fournir du courant en temps réel aux populations, il faut payer les dettes. Non seulement il faut payer les dettes, mais il faut régler aussi le problème de conjoncture globale qui a investi 100 milliards au Togo, mais qui en 25 ans va récupérer au Togo 500 milliards. C'est-à-dire, conjoncture globale a investi 100 milliards au Togo, mais au bout de 25 ans, le temps de la concession, la conjoncture globale va récupérer au Togo 500 milliards. J'espère que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin et vous êtes également choqués avec, comme moi, des révélations qui sont sorties là-bas. La société qui doit verser 4 500 000 francs au ministre chaque fin du mois, payer des champagnes, payer des voitures, des sommes colossaux. Et au même moment, nous, la population, la pauvre population, nous mourons de faim, nous mourons de tout, nous souffrons de tout. Et vous avez suivi ces révélations-là. Et je vous rappelle que moi, le dimanche passé, le peu que nous faisons pour manger, on gâte ça aussi avec la coupure de la société. Par exemple, le dimanche passé, quelqu'un voulait faire un mariage. Il a commandé 500 petits pains. 500 pains chez moi. J'avoue que à cause de la coupure du courant, j'ai pas pu livrer cette personne-là. Parce que quoi, il y a eu la production, mais on n'a pas pu enfourner ça. Vous voyez, par exemple. Donc, voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous. C'est quelques réalités qui se passent dans ce pays. Mais nous, la population, la pauvre population, on paye les pots cassés. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt. J'oublie une chose. Faites un tour sur Arao Buzz. Likez, abonnez-vous là-bas. C'est du bon à vivre.